Salut, ici Maps! Alors, aujourd'hui, vous avez droit à une vidéo un petit peu spéciale que j'ai faite l'année dernière. J'ai élaboré ce concept-là sur un coup de tête parce que c'est comme ça que je fais mes affaires. Donc, l'année passée, lorsque j'ai vu qu'il y avait des invités d'honneur au Salon du livre de l'Outaouais, je me suis dit que j'allais lire un ouvrage de chaque personnalité mise à l'honneur. Et j'avais beaucoup apprécié cette expérience-là. Ça m'a fait découvrir des choses que j'aurais probablement jamais lues. Et le fait que c'était tout québécois ou franco-ontarien. Donc j'avais vraiment beaucoup adoré au final cette expérience-là. Puis cette année, je me suis dit que j'allais exactement faire la même chose. On est à quelques jours du Salon du livre lorsque vous allez voir ça. Je vais lire un ouvrage de la présidente d'honneur et un ouvrage de chaque invité d'honneur. Donc c'est pas grave si vous n'allez pas au Salon du livre de l'Outaouais. Ça va vous permettre tout simplement de rencontrer des auteurs et de savoir ce que j'en ai pensé et de vous faire une idée si vous aimeriez ou non. Donc, on va commencer par la présidente d'honneur du Salon du livre de l'Outaouais 2020, c'est Naomi Fontaine. Et croyez-le, croyez-le pas, mais vous n'avez pas le choix de le croire, je n'avais pas lu encore d'ouvrage de Naomi Fontaine. J'ai entendu son nom beaucoup circuler dans les dernières années, mais la vie ne m'avait pas fait rencontrer son écriture encore, et ben c'est fait maintenant. Donc, j'ai lu Cuesipa de Naomi Fontaine. Dans cette réserve Innu, on va prendre des petits fragments de différents personnages, puis on va lire à propos de moments, de situations, de réalités. On va mélanger un peu avant la colonisation, puis après la colonisation, et les effets, les ravages que cette colonisation-là a eu sur les Inuits de la réserve et sur leurs descendants qui aujourd'hui sont encore sur la réserve mais ont perdu leur raison d'être. Donc on n'a pas de nom de personnage principal, on ne suit pas uniquement un personnage, on suit plusieurs personnages. En termes de chronologie, on est pas mal mélangé, il n'y a pas de temporalité linéaire. Et on n'a pas non plus de date, donc c'est vraiment comme sous petits fragments. Ça peut passer de un quart de page à 2 pages maximum, pas plus long. L'écriture de Naomi Fontaine, elle est très jolie, très poétique, particulièrement dans sa première partie, Nomade. J'avais beaucoup fait penser à de la poésie. On a vraiment des superbes phrases qui... Parfois, moi, ça c'est vraiment personnel, mais j'ai de la difficulté à embarquer lorsqu'il y a beaucoup de flafla. Je me perds dans la beauté des mots. Puis pas dans le sens que ça me touche, dans le sens que je comprends plus de quoi on parle. Donc pour moi, l'écriture, elle a été un peu un frein. J'avais de la difficulté à m'y retrouver, j'avais de la difficulté à garder le focus sur ce dont on parlait, parce que l'écriture poétique, c'est plus difficile pour moi. Puis c'est dommage parce qu'il y a vraiment un mélange entre des moments un peu de la vie quotidienne et des moments très durs, très chargés, mais je trouve que j'arrivais pas à rester impliquée dans l'histoire parce que l'écriture un peu m'empêchait de le faire. Mais ça, c'est hyper personnel. Un autre aspect qui a été plus difficile pour moi, c'est tout cet aspect de temporalité-là, puis de chronologie. Lorsque c'est tout déconstruit, j'avais l'impression qu'on avait pris un puzzle, un casse-tête, puis qu'on l'avait comme cassé, puis que là on avait plein de petits morceaux, mais on savait plus comment les aligner. Donc j'ai compris qu'il y a certains personnages qui revenaient à plusieurs reprises par certains événements qu'elle nous rappelle. Par contre, on n'a pas de nom, on n'a pas de date, on n'a pas grand-chose à se raccrocher. Donc, il faut être très attentif à la lecture pour se souvenir que, l'histoire de la jeune fille de 15 ans qui est enceinte, on est de retour à cette histoire-là pour un petit moment, puis après ça, on retourne à un autre personnage. Donc, il fallait un travail quand même assez soutenu pour suivre les histoires qui sont mélangées entre elles. Personnellement, si on fait un procédé comme ça, il me faut plus d'indices. Ça me permet de mieux comprendre de qui on parle. Puis, tu sais, un procédé comme ça aussi, ça fait en sorte qu'on n'est pas hyper impliqué dans les personnages parce qu'on n'est pas... on n'a pas de sentiment d'appartenance avec eux, on n'est pas au cœur de leur vie, donc on est vraiment comme
autour de la surface. À mon avis, le but de ce livre-là était davantage pour nous parler des différentes personnes qu'on peut retrouver dans une réserve Innu, des différentes pensées, des différents rôles, puis du avant et après. Donc, nous faire vraiment un portrait global de tout ça. Ça me fait penser au livre Coucoum de Michel Jean. Je vous dirais que la thématique de la vie des Inuits, le avant-après, c'est similaire. Je voudrais que la grande différence entre les deux, et c'est là que j'ai beaucoup plus apprécié Coucoum que Cuisipan, c'est vraiment parce qu'avec Coucoum, on est en train de suivre notre personnage Almanda et c'est avec elle qu'on va suivre tous les changements qui se sont passés, puis leur réalité, puis la découverte de leur culture. Donc on est vraiment au cœur de leur réalité, mais avec un personnage, tandis que là, ben, à l'inverse, c'est qu'on était un petit peu partout. Et si vous avez eu de la difficulté avec Cuisipan, ben, je vous proposerais d'essayer Coucoum. C'est sûr que si vous aimez la poésie, si vous aimez que ça soit déconstruit, vous allez vous plaire. Mais personnellement, il y avait plusieurs éléments qui m'interpellaient pas beaucoup et à la fin ça faisait en sorte que j'étais pas vraiment impliquée, puis malgré que ça soit super court et que ça se lise super rapidement, j'ai eu de la difficulté à le terminer. Donc ça fait le tour pour mon appréciation de ce livre. Donc la première invitée d'honneur dont je vais vous parler, c'est Mishka Lavigne et j'ai décidé de lire la pièce de théâtre Havre. C'est l'histoire de Elsie et Matt. Donc, deux personnes qui ont vécu quelque chose d'assez difficile, qui sont toutes les deux des âmes blessées et qui vont se rencontrer et. Je vais pas trop en dire parce que, ben, c'est ça. C'est une pièce de théâtre, c'est pas super gros, donc je veux pas voler tous les punchs qu'il y a à l'intérieur. Ce que je peux vous dire, c'est que Elsie va perdre quelqu'un d'important à sa vie rapidement dans l'histoire et que Matt recherche des réponses par rapport à ses origines. Les deux sont un peu comme dans un point tournant de leur vie, dans une période où ils ont beaucoup de questions, mais les deux sont vraiment dans une genre de zone grise de la vie où on n'est pas confortable, on n'est pas bien, puis on ne sait pas trop comment s'en sortir, on ne sait pas trop quoi faire. On n'est pas à l'apogée de notre bonheur. Écoutez, j'ai capoté sur cette pièce de théâtre-là. Je n'ai pas lu beaucoup de pièces de théâtre dans ma vie. Oui, un peu au cégep parce qu'on était obligés. Ça ne m'a jamais rempli d'un bonheur particulier. En 2019, j'en ai lu 2, 3, peut-être 4. J'avais apprécié, mais sans plus, mais celle-là, oh my God! J'ai vraiment beaucoup aimé. Je l'ai commencé parce que j'étais pendant le temps des fêtes, puis j'avais des livres à lire, puis il était en demande aussi, puis je savais pas si j'aurais le temps de le réavoir, puis de le lire avant que cette vidéo-là soit due. Donc je me suis comme forcée un peu, puis j'ai dit ok, bon, je vais le lire là. Puis au contraire, je suis rentrée dans l'histoire tout de suite, puis j'ai été happée, je me suis fait agripper, j'étais prise dans l'histoire de Elsie et Matt rapidement. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup des pièces de théâtre, c'est qu'il n'y a pas énormément de descriptions forcément, et parfois la description pour moi ça apporte une certaine lourdeur, et là ben, ça fait en sorte que ça va vraiment très vite. On est vraiment dans l'interaction entre les deux personnages, on est dans leur psychologique, on est dans tout ce qui se passe entre eux. J'ai tellement aimé ça, j'ai déposé le livre, puis là j'étais comme ah mais je veux savoir ce qui va se passer, je continuais un chapitre, 2 chapitres, je le déposais, puis là j'étais comme ah non mais jusqu'à le terminer puis à être complètement flabbergastée. L'écriture elle est super bien faite, ça se lisait vraiment facilement. La seule chose qui me dérangeait, c'était l'absence de négation. Puis je crois que la raison pourquoi c'est pas là, c'est que dans le parler, on utilise rarement la négation. Donc je pense pas. On dit pas souvent les ne. Puis je sais pas pourquoi, mais à le lire, on dirait que ça me dérangeait au début. À quelques reprises, je me suis comme rendu compte que la négation n'était pas là, puis au fur et à mesure, j'étais prise dans l'histoire, ça me dérangeait beaucoup moins.
mais à le lire, je trouvais ça étrange. Puis surtout qu'une fois je l'ai lu, c'était comme en italique, là, dans la description un petit peu de ce qui se passe, puis je suis restée comme bête qu'il y avait de la négation là, puis qu'il n'y en avait pas avant. Je me suis dit, ah, l'autrice connaît la négation, c'était un choix. J'imagine que, tu sais, c'était un choix, là, mais au départ, j'ai trouvé ça bizarre. Vraiment, là, j'ai adoré ça. J'ai terminé ce livre-là, puis j'ai juste fait comme wow, c'est un 5 étoiles pour moi. Je me suis même pas posé la question. Puis c'est une pièce de théâtre, donc j'ai hâte de voir au fur et à mesure de l'année si ce coup de cœur-là va rester, il va perdurer en fait, mais définitivement une belle rencontre, une belle découverte pour moi de l'autrice Mishka Lavigne, et je vous le suggère fortement. Un deuxième invité d'honneur du Salon du livre de l'Outaouais pour l'année 2020, c'est Pierre-Yves Villeneuve. Et j'ai compris rapidement que son gros succès, c'est la série Gamer. Celui-là, c'est le tome 1, Nouveau Port. Donc, je me suis lancée dans cette lecture, malgré que je ne voulais pas commencer de série parce que j'en ai 1 million à terminer. Mais bon, c'était pour les besoins de la cause. Donc, Gamer, c'est un livre jeunesse avec une protagoniste de 14 ans, Lauriane, qui déménage de ville avec son papa et donc qui va changer d'école, devoir s'adapter à cette nouvelle ville, à ce nouvel environnement, essayer de se faire des nouveaux amis, l'intégration, les vieux amis. Donc on est dans ces thématiques-là ici. Lauriane, qu'est-ce que de particulier à propos d'elle? C'est que c'est une fille qui fait du skateboard. C'est aussi une geek, donc elle aime énormément les jeux vidéo. Et elle a un côté sportif. Donc ça fait un peu le profil de sa personne, de sa personnalité. Donc on est avec une héroïne qui sort un peu des sentiers battus, qui sort des clichés de la fille. Et ça, j'aime ça. Donc ça commençait assez bien. Il y a aussi quelque chose qui est intéressant à propos de ce livre-là, c'est qu'on va être en alternance avec la vraie vie et avec l'immersion dans son jeu vidéo qui se nomme la Ligue des mercenaires. Donc on est à travers elle, puis à travers son avatar Stargirl. Oh mon Dieu, j'avais tellement envie de le dire, là, je le disais, puis toutes les fois j'étais comme, c'était pas pareil. Donc ça fait un peu le tour pour le résumé de ce livre. Dès le départ, une des premières choses qui m'a happée, ça a été la protagoniste, Lauriane, personnage rafraîchissant. J'ai vraiment aimé la personne qu'elle est, un bon 14 ans franc, avec toutes les remises en question qui viennent avec ça, et aussi avec le fait de déménager et de devoir se réintégrer dans ce monde du secondaire qui, ma foi, peut être sans pitié. Et elle va s'en rendre compte assez vite en se faisant une ennemie jurée. Sur des broutilles, on s'entend. On va aborder les thématiques du déménagement, l'intégration, les nouvelles amitiés, les anciennes amitiés, les amours. Mais on va aller aussi un peu plus loin, on va parler un peu de sexisme généralisé, on va parler de relations père-fille, et c'est pas mal ça, ça fait déjà beaucoup de thématiques. C'est un livre qui se lit super bien, super rapidement. J'ai vraiment embarqué dans l'histoire. J'ai embarqué à pieds joints avec Lauriane. J'avais un peu peur de l'aspect gamer de la chose parce que ce n'est pas un intérêt qui me parle nécessairement, mais c'est vraiment bien abordé, c'est bien fait. Puis on est comme vraiment immergé dans ce qu'elle fait dans sa game, dans sa partie. Donc ça a comme un aspect un peu moins jeu vidéo. C'est moins technique un peu que ce à quoi j'aurais pu penser. Puis vu qu'elle, elle en mange, ben nous, on n'a pas le choix de la suivre si on l'aime. Donc ça ne m'a pas trop dérangé. Par la suite, il y a des choses vraiment intéressantes que j'ai trouvées dans ce livre-là. Entre autres, ces thématiques dont je vous faisais la mention préalablement, ce sont des thématiques qui sont pas très originales, tu sais, veux pas, des déménagements et tout ce qui implique. Ben, on a vu ça 1 million de fois dans des livres, mais j'ai trouvé que sur certains aspects, c'était abordé de manière différente, particulièrement à cause de notre protagoniste. La réaction des jeunes par rapport à la popularité dans une ville lorsque tu arrives.
On a souvent la protagoniste qui va être en soumission totale, qui va se laisser intimider, qui va se laisser marcher sur les pieds parce qu'elle vient d'arriver. Et Lauriane, elle va répondre autrement, et j'ai beaucoup aimé ça, des situations dans ses cours d'éducation physique où on fait une séparation genrée entre les garçons et les filles, puis elle va stand up pour ça. J'ai trouvé ça intéressant qu'on ait une réponse différente à des réalités qui sont souvent mentionnées, mais qui sont souvent conclues de la même façon. Il y a beaucoup de points de ce livre-là qui m'ont fait penser au livre de Fanny Cloutier de Stéphanie Lapointe. Celui-là, c'est le 2e tome. Je n'ai pas le 1er tome à ma possession, mais les 2 protagonistes de 14 ans, les 2 protagonistes qui déménagent, qui ont une relation père-fille uniquement, leur ton d'humour, puis de répartie. Il y a vraiment quelque chose de très similaire. Je pense que si vous avez aimé Fanny Cloutier, vous allez aimer Gamer ou vice-versa. Il y avait vraiment beaucoup de similitudes dans les thématiques et par rapport aux personnages principaux. Ceci dit, ce sont 2 œuvres très différentes et on s'en va totalement ailleurs. Juste avec le look, on peut voir la personnalité de Lauriane et la personnalité de Fanny. Je cherchais son nom, c'est ça qui est marqué sur le dessus, franchement. Donc, vraiment un bilan super positif pour moi. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. La finale, elle m'a surprise de par les réactions de Lauriane et de la certaine prévisibilité de ce qui va se passer, mais j'ose croire que c'est seulement pour nous laisser se faire berner mieux pour le 2e tome, parce qu'avec tout ce que l'auteur m'a démontré dans le livre, je serais assez surprise qu'il y soit allé pour la facilité à la fin de son tome. Continuons avec l'invité d'honneur Jean Boisjoli. En fait, le 25 septembre, j'avais acheté des livres franco-ontariens et j'avais acheté le livre de Jean Boisjoli qui se nomme « Moi, Sam L. Janice ». Donc, lorsque j'ai vu qu'il était un invité d'honneur du Salon du livre de l'Outaouais, je me suis dit que j'allais faire une pierre deux coups. J'ai donc sorti mon livre de ma bibliothèque et je l'ai lu. Donc, cette histoire, nous allons suivre Sam qui est accusé de meurtre et il est en ce moment avec le psychiatre qui lui a été attitré. Et le but du psychiatre, c'est de déterminer s'il est criminellement responsable de ses actes. Donc, est-ce qu'il va être coupable ou il va être non coupable pour cause d'aliénation mentale? Donc, est-ce qu'il y a des troubles mentaux qui viennent jouer là-dedans, qui feraient en sorte qu'il n'était pas totalement conscient de ce qu'il faisait? Donc, on va suivre Sam dans ses périodes de monologue avec le psychiatre et lorsqu'il lui raconte sa vie, lorsqu'il raconte son enfance, les différents éléments importants, chargés d'émotions positives ou négatives de sa vie et ce qui a mené au meurtre dont il est reconnu coupable pour le moment. Donc, c'est assez intéressant comme format, comme thématique, parce que c'est vraiment sensible. D'ailleurs, moi, cette notion-là, lorsque j'ai étudié le droit, me faisait grincer des dents, cette terminologie de non coupable pour cause d'aliénation mentale. Et je vous dirais que lorsque j'ai compris que c'était le but de ce livre-là, j'étais assez contente de le lire. Dans les dernières années, j'ai lu plusieurs livres qui m'ont un peu fait adoucir ma perception de la chose. Entre autres, le livre Je m'appelle Nathan Lucius de Mark Winkler, qui est aussi dans un narrateur non fiable, puis qu'on s'attache énormément au personnage principal pour se rendre compte que ce qu'il nous présente de lui n'est pas nécessairement la réalité. Et donc là, c'est vraiment le gros travail du psychiatre de déterminer est-ce que Sam le bullshit ou est-ce que Sam est vraiment complètement out of it, puis est vraiment atteint de troubles mentaux assez importants. C'est une histoire qui se lit, ma foi, assez bien. Tous les moments décrits par Sam de sa vie, de son enfance, sont vraiment immersifs. J'étais vraiment immergée dans son histoire, je le suivais pas à pas, j'étais avec lui dans ce qu'il pouvait ressentir, dans qu'est-ce qu'il a vécu, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il a fait ça,
comment il se sentait. J'étais vraiment avec lui tout au long du livre. C'est un personnage qui n'était pas nécessairement sympathique, mais qui avait quelque chose d'un peu d'attachant et qui est vraiment troublant parce que, tu sais, à la fin de ça, il y a quand même une mort d'homme. Et il me faisait un peu penser au personnage de Joe Goldberg dans You. Très différent parce que Joe, il est comme très obsessif. Sam le semble beaucoup moins. Mais ils ont quelque chose d'un peu similaire dans avoir la mauvaise perception des relations interpersonnelles. C'est très délicat, c'est pas super habile, très maladroit. Ils ont quelque chose de similaire malgré tout. Sam aussi va nous raconter la vie et l'enfance de Janice, qui est une femme qu'il a rencontrée. Et elle aussi a eu une enfance vraiment très difficile, une personne assez troublée à l'âge adulte, puis il va nous la raconter avec ses mots à elle, parce qu'elle lui a raconté sa vie et tous ses souvenirs. Donc c'est comme si Janice lui sortait de la tête, puis qu'au lieu de parler en tant que Sam, il parle en tant que Janice. Je vous avouerai que ces moments-là, je les ai moins aimés. Je réussissais pas à m'imprégner de l'ambiance de Janice, puis pourtant c'est écrit comme en italique lorsque c'est Janice, contrairement à Sam, que c'est écrit en écriture droite. Là. Je sais pas si vous voyez grand-chose d'ici. Donc il y avait vraiment une différenciation au niveau de l'écriture, du visuel, mais c'est comme si on avait trop peur de se tromper puis que ça sonne comme Sam, que c'était un peu distancié, même si c'était au jeu. J'ai vraiment pas été capable de m'impliquer autant dans la vie de Janice que dans la vie de Sam. Il y a vraiment quelque chose de super intéressant à propos de ce livre-là. Vraiment champ gauche, genre de roman qu'on voit pas souvent. Juste pour ça, puis si vous aimez la thématique de zones de gris, je vous le jure que vous allez apprécier. Parfois, il y a des zones qui sont un peu moins addictives que d'autres. J'ai beaucoup aimé le début puis beaucoup aimé la fin. Pendant le milieu, il y a eu un certain moment que c'était plus laborieux pour moi de continuer lorsque Janice a pris beaucoup de place. Mais sinon, de manière générale, j'ai bien aimé. D'ailleurs, juste pour la fin qui est désarmante et comme une fin ouverte, ça donne le goût de le lire, puis de savoir comment vous allez apprécier la fin. Je ne sais pas si je suis une fan des fins ouvertes, mais là, je vous avouerais que ça pouvait pas finir autrement. Ou en tout cas, je sais pas si ça aurait été aussi satisfaisant, même si c'est pas hyper satisfaisant pour moi des fins ouvertes. Quel dilemme! Stanley Péan est un invité d'honneur, donc j'ai décidé de lire son livre Bizango. C'est un livre, ma foi, assez particulier, un univers fantastique, policier, thriller. C'est un homme qui peut changer son apparence en fonction d'avec qui il est. Donc, par exemple, qu'il est avec moi, il pourrait avoir l'aspect de mon oncle qui est décédé depuis des années déjà. Et c'est souvent des personnes qui sont décédées, dont il prend l'apparence. C'est vraiment un phénomène assez particulier. Et donc, vu qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont vu, puis il vient de se passer un événement assez important, puis il aurait comme sauvé la vie d'une femme, puis elle dit que c'est quelqu'un qui est décédé qui l'a sauvé. Les gens commencent à se poser des questions. Il y a une journaliste qui va tomber sur ce cas-là. Elle va pouvoir regrouper beaucoup de témoignages de personnes qui ont affirmé la même chose, avoir été aidées ou avoir été sauvées ou avoir vu une personne qui leur était chère, mais qui n'est plus. Donc, en parallèle avec cet homme qu'on nomme le Bizango, il y a Jem, ou de son vrai nom Domino, qui est une prostituée et qui va se sauver de son pimp, de son patness, même qui s'appelle. Les mafiosi vont donc partir à la course pour retrouver cette prostituée du surnom de Jem, et il n'y en aura pas de facile. Donc c'est vraiment particulier comme univers. Je ne connais pas vraiment d'autres livres qui me font penser à ça à l'échelle du Québec. Dans ce livre-là, il y a beaucoup de personnages. On est toujours en narration à la troisième personne du singulier, sauf qu'on met le focus sur différents personnages, puis rapidement, je dirais de 6 à 8 personnages, donc c'est beaucoup de personnes.
auquel on doit s'attacher. Donc, ça devient très délicat. J'ai souvent de la difficulté lorsqu'il y a beaucoup de personnages parce que c'est laborieux pour les aimer, c'est laborieux pour savoir qui ils sont, pour les distinguer, pour apprendre leurs traits de personnalité, leurs faiblesses, leurs forces. Je trouve ça trop, 6-8 personnages. On alterne tout le temps à l'intérieur d'un chapitre, puis entre les chapitres, entre ces 6 personnes. J'ai un peu l'impression qu'on a voulu en faire trop avec ce livre-là, autant avec les personnages, autant avec l'action. Vu qu'on est en parallèle avec le mystère du Bizango, puis avec la fuite de la prostituée, c'est comme 2 histoires qui peuvent être reliées, mais qui sont quand même séparées parce que la journaliste essaie de regrouper qu'est-ce qui s'est passé avec le Bizango, puis elle se fait pourchasser par ses mafiosi. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent. Je ne peux pas dire que ça a été un grand coup de cœur pour moi. J'ai eu la difficulté, rendue au milieu du livre, j'étais un peu tannée. Je ne savais plus où ça allait s'en aller. Puis j'ai dû faire une pause du livre pour réussir à le terminer. J'ai lu autre chose en attendant, puis après je l'ai terminé. Parce que sinon, j'avais vraiment peur de juste le laisser tomber, de ne pas le terminer. Il y a des éléments vraiment intéressants. On est dans le milieu de la police, on est dans le milieu du journalisme, on est dans la gang de mafieux, on est avec les prostituées. Donc, il y a beaucoup de choses intéressantes, en plus avec le Bizango, mais c'est peut-être un peu trop. Un autre élément qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de petits mots, beaucoup de phrases en créole qui nous sont traduites, mais parfois le créole n'est pas super loin du français. Je trouvais ça vraiment intéressant, puis ça donnait une couleur assez différente à ce livre-là comparé aux autres livres. Et c'est vraiment ça que je retiens de ce livre-là. Je n'étais peut-être pas le meilleur public pour les éléments que je vous ai mentionnés, mais il y avait vraiment une couleur à cause de l'univers, à cause du langage créole, qui faisait en sorte que ce livre-là est unique dans plusieurs points. Puis par rapport à son volet fantastique, je ne pourrais pas nécessairement expliquer pourquoi, mais ça m'a beaucoup fait penser au livre Les âmes vagabondes de Stephanie Meyer ou de Host à cause de l'aspect fantastique là, des genres de âmes puis du Bizango que je veux pas trop vous en dévoiler, mais il y avait vraiment quelque chose de similaire par rapport à ça. Donc ça fait le tour pour ma critique de ce livre. Alors, continuons notre découverte avec l'autrice André A. Michaud et Tempête. Nous allons suivre 2 personnages. Dans la partie 1, nous sommes avec Marie Saint-Onge qui vient de déménager à Cold Mountain et il y a des tempêtes, ma foi, incroyablement violentes dans ce coin-là. Et dans la 2e et 3e partie, on va suivre Richard Dubois, surnommé Rick, et lui va se rendre de l'autre côté du massif bleu et va être confronté à des orages, pour le moins assez puissants. En fait, nos 2 protagonistes vont vivre la réalité de la nature qui se déchaîne, qui peut être, ma foi, assez impitoyable. Il y a un petit soupçon d'horreur, particulièrement j'ai trouvé dans la première partie, et un genre de thriller dans la 2e partie, parce qu'il va se passer, ma foi, des choses assez bizarroïdes, inexpliquées et inexplicables. C'est un roman que je pourrais qualifier d'ambiance ou d'atmosphère, parce que on est vraiment au cœur de la nature, puis c'est ça qui prend le plus de place. Les descriptions de ce que la nature leur fait et leur fait vivre. On est vraiment dans les éléments de la terre. Il y a beaucoup de personnages, outre ces 2 protagonistes qu'on va suivre majoritairement, qui sont réexpliqués un peu de manière cyclique, donc on arrive bien à les placer et à savoir qui est par rapport à qui, mais je vous avouerai que j'ai eu une problématique à m'attacher à ces personnages-là. Autant les 2 personnages principaux que les autres, j'avais une problématique de point de vue. Je ne savais pas si le but c'était qu'on les aime ou non. Puis, vu que la nature leur joue vraiment de solides mauvais tours, on ne sait pas s'ils sont fous, si la nature les a rendus fous,
ou si ils ne le sont pas et la nature est folle. Donc, il y a vraiment beaucoup de questionnements. Si les personnages sont fous, j'aurais aimé pouvoir rentrer dans leur folie puis y croire. Tandis que je me sentais tout le temps un peu comme à l'extérieur, en train de les juger. Mais en même temps, j'ai pas la réalité. Parce que je ne sais pas si ce sont des hallucinations ou si c'est vraiment la nature qui joue avec eux. Donc, il y avait vraiment ce volet-là un peu étrange avec les personnages. Si je vous parle de l'action, il y en a vraiment beaucoup, il se passe vraiment beaucoup de choses, mais étrangement, je ne sais pas si c'est la manière que c'est écrit, mais j'avais l'impression qu'il se passait rien. Des événements qui reviennent, des situations qui reviennent, donc il y a quelque chose d'un peu répétitif, des mots qui sont répétitifs, des situations, il y a quelque chose de comme vraiment comme une loupe, comme un cercle. Ça donne l'impression que ça avance pas, mais au final, il se passe beaucoup de choses. J'avais vraiment des drôles de perceptions. J'aurais aimé ça que ça me soit plus addictif. J'aurais aimé ça être immergée dans l'histoire puis me perdre complètement dans cet univers-là, alors que je suis toujours restée dans cette position de lectrice. J'ai jamais oublié que j'étais en train de lire. Puis c'est ça que je trouve un peu dommage. Je sais pas si c'est tous ces éléments-là qui ont fait ça. Il y avait vraiment comme des choses qui ont fait en sorte que j'ai pas pu me jeter à pleine tête dans cette histoire-là. Et la finale, c'est comme une finale où on n'a pas les réponses de toutes nos questions. La première partie avec Marie, je me suis vraiment demandé si ça allait être ça tout le long parce que je me disais, ça va être quand même assez long. J'ai trouvé que la deuxième partie avec Richard était malgré tout plus rapide. Il y avait comme une certaine ligne directrice, si je peux dire, avec beaucoup de morts suspectes. Mais rendu à la fin, on ne sait toujours pas si tout ça, c'est un produit de leur imagination, s'ils sont complètement fous, pourquoi, comment. Tout au long, on a été dans un flou. J'aurais aimé ça qu'à la fin, je puisse y voir clair. Le 7e invité d'honneur dont je vous parle, c'est Zachary Richard, qui personnellement, je le connaissais davantage comme chanteur que comme auteur. Donc, c'est de la poésie, le livre que j'ai trouvé. Il n'y a pas l'air d'en avoir énormément. J'ai fait des petites recherches, puis je tombais tout le temps sur des enregistrements musicaux, sur de la musique. Donc celui-là, c'est Feu et il date quand même de quelques années, ma foi, même plus. Ici, j'ai vu 2001, donc quasiment 20 ans. La poésie de Zachary Richard. Vous savez peut-être que je ne me considère pas comme une adepte de poésie. Et ici, j'ai malgré tout retrouvé un élément qui est difficile pour moi dans la poésie, c'est lorsque c'est très abstrait. Il y a beaucoup de mentions à la nature, aux criquettes, aux maringouins, à la cendre. Mais l'autre thématique qui revient particulièrement de manière intense, c'est la sexualité et il y a une certaine violence dans les mots utilisés. Et là, je vous dirais que j'ai eu beaucoup de difficultés avec le recueil de poèmes au complet à cause de ça. La violence sexuelle, c'est pas mon sujet préféré. Et encore moins lorsque ça me semble gratuit. Dans le sens que je comprends pas pourquoi ces propos sont là, ça sert à quoi, c'est pour dénoncer, c'est pour choquer. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai été troublée parce que je m'attendais pas à ça de cette personne-là, mais tu sais, je connais pas Zachary Richard, je connais pas énormément son œuvre musicale non plus, mais je vous avouerai que ça m'a particulièrement dérangée. Pas énormément de choses qu'on peut dire, en tout cas que je connais à propos de la poésie, autre que l'écriture et les thématiques. Pour moi, l'écriture, le format très abstrait m'interpelle peu, les thématiques aussi, même certaines m'ont mis plutôt en colère, donc j'ai pas eu de coup de cœur pour ce livre-là, ça ne me rejoigne pas. Et finalement, je vais vous parler de la dernière invitée d'honneur du Salon du livre de l'Outaouais. Et
Lire ces deux ouvrages-là, un après l'autre, je vous dirais que ça clash énormément. Parce que l'essai Le Boys Club de Martine Delvaux met en lumière le phénomène des hommes blancs hétérosexuels avec une certaine puissance économique, politique, qui se permettent un peu tout, qui se croient tout permis parce qu'ils sont ce qu'ils sont et en plus parce qu'ils ont un effet de groupe. Et lire ça, en même temps que lire ça, où la violence sexuelle était, ma foi, dérangeante, où on parlait en tant que femme, tu sais, à un moment donné, il y a une notion de mes ovaires, mais tu sais, Zachary Richard n'est pas une femme, mais est-ce qu'il essaie de se mettre à la place d'une femme, mais est-ce que... J'ai trouvé que le mélange était très mauvais. Je ne pense pas que ces deux auteurs sont des meilleurs amis. Si oui, j'ai besoin d'avoir des réponses. C'était mon premier essai à vie. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre. J'ai eu comme des montagnes russes. Le premier chapitre, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Puis là, à un moment donné, c'est devenu hyper théorique avec beaucoup de recherches qui est, ma foi, super intéressant. Mais ça apportait quand même une lourdeur au niveau de la lecture. Ça avait l'air d'un travail de maîtrise là, solidement étoffé. Chapeau pour ce travail. Mais c'est définitivement pas quelque chose qu'on veut juste gober complètement. On a intérêt à le laisser décanter. La preuve, c'est que je l'ai lu en 2 journées. Puis le matin de la 2e journée, je m'en allais au travail, puis je pensais à des notions qui avaient été écrites à l'intérieur. Puis je réfléchissais intensément à tout ça. Donc c'est vraiment quelque chose, à mon avis, qu'on devrait plutôt lire un petit chapitre décanté, un autre chapitre décanté en plusieurs journées. Je pense que ça aurait un meilleur bénéfice. Et ça choque un peu dans nos croyances, dans nos valeurs, puis dans la façon que le monde est organisé, parce qu'il est organisé en fonction d'un boys club, et elle nous l'exprime de 1001 façons, avec 1001 exemple, si on n'a pas compris à la fin, là, c'est parce qu'on ne voulait pas comprendre. Elle parle d'organisation politique, d'organisation professionnelle. Elle nous démontre ce boys club à partir de films, à partir de documentaires, à partir de faits réels aussi, de personnalités publiques ou politiques, de noms de rues, de politique d'organisation de système politique, le quota, le ratio de nombre de femmes, de nombre d'hommes. On décortique vraiment là, énormément de choses, de professions. Par exemple, la profession d'architecte, qui est une profession que je ne connaissais pas. Ben, tu sais, je sais c'est quoi un architecte, mais je suis vraiment très très loin de ça. Et on décortique beaucoup de choses qui font en sorte que les hommes se protègent, les hommes acceptent des comportements inacceptables et même protègent d'autres hommes qui ont des comportements inacceptables et eux trouvent ça acceptable ou pensent ou se font croire que c'est acceptable. Ça brûle un peu en dedans à certains moments. C'en est, ma foi, frustrant, insultant, humiliant. Les faits réels de femmes qui ont été violées par une bande d'hommes, certains qui regardaient, ils se sont échangés les places, des trucs d'horreur qui indéniablement nous font réfléchir encore une fois à quel point il y a des choses qui sont inacceptables et elle utilise ce mot-là à la fin qu'il faudrait profaner ce dispositif de Boys Club. Et je vous en dirai pas trop parce que je veux vous donner le goût de le lire, mais définitivement c'est un livre avec de l'impact, un livre nécessaire encore malgré tout en 2020. Et j'ai appris beaucoup de choses, ça m'a rebrassé, puis ça m'a remis les valeurs à la bonne place, puis ça m'a remis plein de choses en perspective. L'enjeu de tout ça, pour moi, c'est toujours, OK, mais comment y arriver? Puis, il n'y a pas nécessairement de pistes de solutions concrètes. Il y a des petits chemins qui sont en train de se développer par-ci, par-là, des personnes avec beaucoup de bonnes intentions. Mais je pense qu'il y a
un discours populaire a changé. On voit juste les réseaux sociaux, comment les gens se traitent les uns envers les autres, comment il y a beaucoup de jugements. Donc je me dis, avant qu'on ait profané le Boys Club, là, on a des croûtes à manger. J'espère que cette vidéo vous a plu et que je vous ai fait découvrir quelques auteurs et autrices. Dites-moi ça en commentaire, qui sont les auteurs que vous avez découverts et autrices grâce à ma vidéo et lesquels vous aimeriez découvrir ultérieurement. Et sur ce, si vous allez au Salon du Livre, j'espère qu'on va se croiser. Et sinon, ben, ça sera pour une prochaine fois ou un prochain Salon du Livre. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos le mercredi et le samedi. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et ou à vous inscrire à ma chaîne et à partager cette vidéo si vous l'avez aimée. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.